Lorsque la porte de la gare a été enfoncée, j'ai compris que le silence n'était qu'un voile. Quelque chose ou quelqu'un de pire se cache derrière. Quelque chose ou quelqu'un qui regarde, qui attend et qui est prêt à vous emporter dès que vous baissez les yeux. Je n'aurais pas dû ouvrir cette porte. En Alaska, le silence est particulier. C'est comme un vide qui engloutit tous les sons, ne laissant que votre propre souffle et le crissement de la neige sous vos pieds. Ce n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un sentiment d'isolement qui vous prend aux tripes. J'ai toujours considéré que j'aimais la solitude. En tant que géologue, j'étais habitué aux expéditions de longue durée, aux nuits sous la tente, aux aurores boréales et aux paysages déserts. Mais cette fois-ci, tout était différent. La petite station de recherche se trouvait au cœur de l'immensité glacée, à près de 160 km de la plus proche agglomération. Tout ce qui m'entourait, c'était des forêts enneigées, des montagnes à l'horizon et une nuit qui semblait sans fin. Toute la semaine, mon équipe et moi avions collecté des échantillons de roches pour les analyser. Mais maintenant, j'étais seul. Une tempête de neige approchait et mon superviseur a décidé d'évacuer le groupe plus tôt que prévu. Il n'y avait pas assez de place dans l'hélicoptère pour tout le monde. Nous avons décidé que je pouvais rester jusqu'à ce que le temps s'éclaircisse. Cela semblait logique. Je n'avais besoin que de quelques jours de solitude jusqu'à ce que la tempête se calme. Je n'avais aucune raison de m'inquiéter. Nous avions de la nourriture, du carburant pour le générateur et une maison chaude qui pouvait résister à la pire des tempêtes. Mais dans le silence qui a suivi le départ de l'hélicoptère, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Ce n'était pas seulement de la solitude, mais quelque chose de plus profond. J'avais l'impression d'être observé, même si je savais qu'il n'y avait pratiquement personne dans ces endroits. Je me disais que ce n'était que mon imagination, que mon cerveau me jouait des tours à cause de l'isolement soudain. Mais même lorsque je fermais les portes de la station le soir, ce sentiment restait présent, comme une ombre se cachant dans les coins de la pièce. Il y a quelques années, j'ai décidé de changer de vie. Au lieu d'un bureau bruyant à Seattle, j'ai choisi la nature sauvage, le froid et le dur travail de géologue. C'était ma façon de m'éloigner des gens, des attentes constantes et de ce qu'on appelle les obligations sociales. En Alaska, c'était simple, faire son travail, rester debout et survivre. Ici, on ne vous jugeait pas sur votre statut ou votre argent, mais sur votre capacité à vous adapter au pire. J'étais un nouveau venu à la station de recherche, mais j'avais déjà acquis la réputation d'un membre de l'équipe fiable et résistant. Cette fois-ci, notre site était situé à 200 miles de la route la plus proche. Nous étudions les courants glaciaires souterrains qui pourraient nous aider à comprendre l'évolution du climat dans le nord. Le travail était difficile mais intéressant. Nous étions 4 à vivre à la station, moi, mon superviseur Jack et 2 techniciens, Lisa et Andy. C'étaient des gens bien. Mais dans un environnement où l'on se côtoie constamment, la moindre petite chose peut être source d'irritation. Il y a une semaine, lorsque nous avons entendu parler pour la première fois de la tempête, Jack a décidé qu'il valait mieux évacuer tout le monde plutôt que de prendre des risques. L'hélicoptère devait nous emmener à la base la plus proche, mais la tempête rattrapait déjà son retard et le pilote a dit qu'il ne serait pas possible d'emmener tout le monde en même temps. Je suis resté volontairement. Quelqu'un devait s'occuper du matériel, qui ne pouvait pas être laissé sans surveillance. La tâche semblait banale. Vérifier les générateurs, enregistrer les données des capteurs et attendre le prochain vol. Ma première soirée en solitaire s'est déroulée dans le calme. Après avoir effectué toutes les vérifications nécessaires, je me suis assis près de la petite cheminée qui crépitait faiblement dans le coin de la pièce et j'ai regardé le feu. Par la fenêtre, la neige voltigeait dans différentes directions, comme si une main invisible jetait des poignées de farine dans la nuit noire. Tout était calme, voire douillet. J'ai apprécié cette pause dans le chaos. Mais dès le lendemain matin, les premières petites choses sont apparues qui ont commencé à gâcher cette paix. Je me suis réveillé en entendant un bruit étrange. Quelque chose grattait à l'extérieur de la maison. Au début, j'ai cru que c'était une branche ou le vent, mais le bruit ne s'est pas arrêté. Il était rythmé, comme si quelqu'un passait son doigt sur le mur pour en tracer les contours. Je ne suis pas sorti, je n'y ai même pas pensé. C'était peut-être une sorte d'animal, me suis-je dit, même si quelque chose dans ce bruit me semblait anormal. Pendant la journée, tout s'est déroulé comme prévu. J'ai recueilli des données, vérifié le niveau de carburant du générateur et même appelé la base pour confirmer que tout allait bien. Mais à la nuit tombée, le son est revenu. Cette fois, il semblait plus proche, comme si la personne qui l'émettait essayait de contourner la maison et de trouver l'entrée. Je me suis approché de la porte avec une lampe de poche et j'ai scruté l'épaisse obscurité. Derrière le rideau de neige, je ne voyais rien d'autre que mon propre reflet dans la vitre. Mon imagination s'est mise à dessiner quelque chose de sauvage. Peut-être un loup qui avait perdu sa peur des humains ou un ours polaire qui s'était égaré trop loin vers le sud. Mais mes pensées ne m'apportaient là pas la paix. J'ai fermé la porte à clé. Le générateur fonctionnait régulièrement, mais cette nuit a été beaucoup plus longue que la précédente. Ce n'était pas seulement les grattements qui me dérangeaient, mais le sentiment de ne plus être seul dans ce monde enneigé. Le jour suivant a commencé par la routine habituelle. Je devais vérifier les capteurs situés à plusieurs centaines de mètres de la station. Il s'agit d'appareils spéciaux qui mesurent la température du sol et le mouvement de la glace souterraine. La nuit ne m'a pas laissé tranquille.
mais j'ai essayé de me maîtriser. Il est bon de penser raisonnablement. La peur n'est qu'une réaction à l'inconnu, me disais-je en enfilant mes lourdes bottes d'hiver et en m'enveloppant le visage d'une écharpe. Lorsque j'ai ouvert la porte, la première chose qui m'a frappé a été le silence qui régnait. Non, pas même cela. C'était un silence de mort qui aspirait le son de l'air. Le vent s'était calmé, mais le froid était devenu presque palpable. Mes premiers pas dans la neige étaient comme de la glace fragile qui craquait sous mes pieds. J'ai commencé à me diriger vers les détecteurs en essayant d'ignorer le sentiment que quelqu'un m'observait. Lorsque j'ai atteint le premier capteur, j'ai eu une surprise. Il avait été arraché du sol et gisait à proximité, comme si quelqu'un l'avait jeté. Il y avait des traces dans la neige à proximité. Elles étaient irrégulières, comme si quelqu'un avait boité, mais leur taille était alarmante. Elles étaient trop grandes pour une personne, mais trop irrégulières pour un animal. Quoi qu'il en soit, l'animal était venu à la station, avait fouillé dans le capteur et était reparti dans l'obscurité. J'ai senti mon cœur battre plus vite. Je l'ai rapidement noté dans mon carnet et j'ai vérifié les autres instruments. L'un d'eux avait complètement disparu. Il y avait un trou à la place et la neige était remuée comme si quelque chose d'énorme s'était agité. Était-ce un ours? C'était possible. Mais pourquoi un ours arracherait-il un morceau de fer du sol? Lorsque je suis retourné à la station, j'ai constaté un nouveau problème. L'une des portes, la porte de secours menant à la salle du générateur, était ouverte. J'étais sûr à 100% de l'avoir fermée hier. Pourquoi étaient-elles ouvertes? Était-ce à cause du vent? La réponse semblait logique, mais quelque chose en moi criait que ce n'était pas le cas. Je suis entré dans la chambre et j'ai vérifié le générateur. Il fonctionnait correctement. Cependant, le sentiment que je n'étais pas seul ici était presque physique. C'est comme lorsque vous êtes sûr que quelqu'un se tient derrière vous, même si vous ne pouvez pas le voir. Ce soir-là, j'ai de nouveau entendu le raclement, mais maintenant, il ne provenait plus seulement d'un côté de la maison. C'était tout autour, des grattements, comme si quelque chose se déplaçait le long des boiseries, lentement et méthodiquement. J'ai essayé de l'ignorer, mais mon cerveau criait, cela ne pouvait pas être accidentel. Plus tard, au moment de me mettre au lit, j'ai entendu un nouveau bruit. C'était un coup régulier et calme, comme si quelqu'un touchait légèrement la porte. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une plaisanterie de mon imagination, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Armé d'une lampe de poche et d'un couteau de survie, je me suis approché de la porte. Mon souffle s'est arrêté dans ma poitrine lorsque j'ai déverrouillé la serrure avec précaution et que j'ai regardé dehors. Les ténèbres, des ténèbres pures, épaisse, presque tangible. J'ai pointé la lampe de poche dans différentes directions, mais je n'ai vu que de la neige. Et puis je l'ai entendu, une respiration rauque et saccadée provenant de quelque part dans la salle du générateur. La main qui tenait le couteau a tremblé lorsque j'ai fermé la porte et l'ai verrouillée. Je savais maintenant que ce n'était pas seulement mon imagination. Quelqu'un est ici. La peur m'envahit, mais elle s'accompagne d'une certaine compréhension. Ce quelqu'un endommageait délibérément l'équipement, surveillait la station, m'étudiait. Et pour une raison quelconque, j'étais sûr que cette nuit serait encore plus longue que la précédente. Le lendemain matin, je me suis senti complètement anéanti. Je n'ai pratiquement pas dormi. Toute la nuit, j'ai entendu des bruits étranges, des pas, des raclements, des coups lointains. Je n'ai jamais osé regarder dehors. La peur me paralysait, limitant chacun de mes mouvements, chacune de mes pensées. Mais maintenant, à l'aube, tout semblait différent. En me réveillant, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était que le bruit du vent, de la neige et de mon imagination débordante. Cependant, lorsque je suis sorti, mes doutes ont disparu. La neige devant la gare avait été piétinée. Les traces menaient de la maison à la salle du générateur et une fois de plus, elles étaient étranges, inégales, avec des contours déformés. J'ai examiné attentivement la zone à la recherche d'un quelconque signe de présence animale ou humaine. Mais il n'y avait rien, pas une ombre, pas un bruit, seulement un vent froid qui commençait à se lever. Ma première tâche a été de vérifier le générateur. Lorsque je suis entré à l'intérieur, mon cœur a failli bondir. Quelqu'un était manifestement venu ici. Le couvercle du générateur était ouvert et les fils étaient endommagés. Au lieu d'un bourdonnement régulier, le générateur émettait un léger ronronnement, comme s'il était sur le point de s'arrêter. Je l'ai rapidement réparé du mieux que j'ai pu, mais il m'est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Quelqu'un avait délibérément voulu me priver d'électricité. J'ai essayé de rester calme jusqu'à l'heure du déjeuner. Je me suis occupé de la routine. J'ai vérifié les autres systèmes, inspecté la zone autour de la station, envoyé un message à la base. Mais il n'y avait plus de connexion. L'émetteur radio n'émettait qu'un grésillement irrégulier, et même le téléphone satellite était silencieux. Une tempête, me suis-je dit, même si je savais au fond de moi qu'il ne s'agissait probablement pas d'un accident. Dans l'après-midi, j'ai décidé de me rendre à l'un des capteurs distants. Il était situé dans une petite gorge à 800 mètres de la station. C'était une décision stupide, mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. La nuit tombait et je savais que je devais agir rapidement. Lorsque je suis arrivé dans la gorge, j'ai eu un sentiment étrange. Le capteur était cassé et disparaissait partiellement sous une couche de neige. Mais le pire m'attendait lorsque je l'ai contourné. À quelques mètres de l'appareil, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait un morceau de tissu brûlé dans la neige, ressemblant à une manche de veste, et un vieux couteau rouillé à côté. La neige autour de moi était mélangée,
comme après une bagarre. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je ne pouvais plus ignorer l'évidence. Quelqu'un vit ici, et cette personne n'est pas contente de ma présence. J'ai pris le couteau et j'ai commencé à marcher vers la gare en me retournant à chaque pas. Il me semblait que derrière chaque arbre se cachait une ombre, et qu'à chaque coin de rue, quelque chose d'inconnu m'attendait. J'ai à peine atteint les portes de la gare, je les ai barricadées, et je me suis écroulé sur le sol. La respiration haletante. Le soir, la tension est à son comble. J'ai entendu quelqu'un commencer à tourner la poignée de la porte. Il ne s'agissait pas d'un mouvement aléatoire, mais d'une tentative d'ouverture. J'ai retenu mon souffle, assis dans l'obscurité, le couteau à la main, puis alors que je pensais que c'était fini, la poignée s'est arrêtée de bouger et j'ai entendu un grand coup sur le mur, puis un autre, et encore un autre. Quelqu'un ou quelque chose essayait d'enfoncer la porte. Je me suis réfugié dans un coin de la pièce, en espérant que la porte tiendrait le coup. Au bout de quelques minutes, le bruit s'est arrêté. Mais je savais que ce n'était que le début. Ce quelqu'un n'abandonnerait pas. La nuit s'est transformée en un cauchemar éveillé. Après avoir tenté d'enfoncer la porte, tout s'est calmé. Mais le sentiment que quelqu'un était très proche n'a fait que s'intensifier. Je me suis assise dans un coin de la pièce, serrant mon couteau et écoutant attentivement chaque bruit. Mon cerveau repassait en boucle les événements de la journée à la recherche d'explications. Mais la logique ne m'aidait pas. Il y avait quelqu'un de réel ici, et ce quelqu'un voulait me détruire. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un nouveau son, un son métallique. Le générateur est redevenu silencieux. J'ai sauté sur place comme si j'avais été électrocuté. Les lumières se sont éteintes et la maison a été plongée dans le noir absolu. Seule la lune froide éclairait une partie de la pièce à travers une petite fenêtre. Ma respiration est devenue rapide. Sortir vers le générateur équivalait à un suicide. Mais rester dans l'obscurité était également dangereux. Avec un couteau en main et une petite lampe de poche, j'ai prudemment ouvert la porte du couloir. L'obscurité semblait dense et lourde, et chaque pas sonnait trop fort. J'avais l'impression qu'on m'entendait à chaque pas. J'ai ouvert la porte de la salle du générateur et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Le générateur était complètement détruit. Des câbles avaient été arrachés, de l'huile s'était répandue et le mécanisme lui-même semblait avoir été frappé par quelque chose de lourd. Je me suis rapidement assis, j'ai examiné les dégâts et j'ai réalisé qu'il n'y avait aucun moyen de les réparer. Mais soudain, j'ai entendu des pas lourds derrière la porte. Ils étaient lents, réguliers et venaient directement dans ma direction. Mon esprit criait « courir ou mourir ». J'ai éteint la lampe de poche et je me suis caché derrière les étagères en essayant de respirer le plus silencieusement possible. La porte s'est ouverte et une silhouette sombre est entrée dans la pièce. Je ne voyais qu'une silhouette, mais c'était suffisant. C'était un homme, grand, voûté, avec un pas étrange et irrégulier. Il se déplaçait lentement dans la pièce, brandissant quelque chose qui ressemblait à un pied de biche, comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Je pouvais entendre sa respiration. Elle était laborieuse et intermittente, comme s'il avait couru longtemps ou qu'il souffrait. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende. Il s'approchait lentement des étagères derrière lesquelles je me cachais. Un pas de plus et il me trouverait. À ce moment-là, j'ai fait quelque chose qui m'a semblé insensé. J'ai attrapé un bidon vide et je l'ai lancé à travers la pièce. Le bruit fut assourdissant dans le silence. La silhouette s'est retournée brusquement et a couru dans la direction où le bidon était tombé. J'en ai profité pour me glisser hors de la pièce. J'ai fermé la porte le plus discrètement possible et j'ai couru jusqu'à la pièce principale. Une fois à l'intérieur, j'ai commencé à réfléchir. Qui est cet homme? D'où vient-il? Que veut-il? Mais la question qui me tourmentait le plus était-il seul? Le matin n'apportait que de nouveaux problèmes. J'ai décidé d'inspecter le territoire même si la peur me déchire de l'intérieur. J'ai trouvé quelques objets près de la salle du générateur. Une vieille veste déchirée, une bouteille en plastique et plusieurs boîtes de conserve. Tout cela avait l'air d'appartenir à une personne qui avait longtemps vécu à la limite de la survie. Mais le pire, c'est que j'ai trouvé des empreintes de pas. Elles étaient plus nombreuses et s'enfonçaient dans la forêt. Je me suis alors rendu compte que cette personne, si je peux l'appeler ainsi, ne se contentait pas de se cacher. Elle m'observait, m'étudiait et planifiait. Et cette pensée m'effrayait plus que tout, car je savais que la nuit reviendrait et qu'il viendrait avec elle. La nuit suivante fut une épreuve de force. Toutes les portes étaient verrouillées et barricadées, mais cela ne donnait qu'une illusion de sécurité. Le feu dans la cheminée brûlait faiblement, apportant un peu de chaleur et de lumière, mais je savais déjà que c'était temporaire. Le générateur était détruit, les réserves de bois de chauffage étaient limitées, et le gel s'insinuait dans chaque recoin de la maison. Je me suis assise dans un coin de la pièce, serrant mon couteau et écoutant chaque bruit. J'avais du mal à respirer. Mon corps avait besoin de sommeil, mais je ne pouvais pas me laisser endormir. Je savais qu'il allait venir, et il est venu. Au début, c'était le bruit des pas à l'extérieur de la fenêtre. Ils étaient lents, presque méthodiques, comme si celui qui les faisait savait comment briser mes nerfs. Puis les grattements sur les murs ont recommencé, comme la première nuit. Il y en avait partout, dans toute la maison, comme s'il voulait faire comprendre qu'il n'était pas pressé. Mais cette fois, je ne me suis pas caché. Je savais qu'attendre sans rien faire était un piège. S'il entrait par effraction, je ne pourrais pas me défendre. J'ai décidé d'agir. Je n'avais qu'une seule chance et il fallait prendre des risques. J'ai pris tout ce que je pouvais utiliser. Un couteau, un tuyau métallique trouvé dans la salle du générateur
et une vieille lanterne. S'il voulait entrer, il devait le faire par la porte principale. Je me suis caché près de celle-ci, gardant le couteau à portée de main. Je ne me suis même pas rendu compte à quel point mes mains tremblaient. Et c'est alors que cela s'est produit. La poignée de la porte a commencé à tourner lentement. J'ai entendu des respirations lourdes à l'extérieur, puis un coup sec, et un autre. La porte a oscillé, mais elle a tenu. Je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps. Je serrais le couteau si fort que mes doigts étaient presque engourdis. Lorsque la porte a finalement été enfoncée, je l'ai vue. Une ombre, grande et voûtée, est entrée dans la pièce. Un homme. Son visage était envahi par la barbe, sa peau était usée par le temps et ses yeux étaient aussi vides que ceux d'un animal sauvage. Il tenait dans sa main un pied de biche. Il s'est figé un instant, me regardant, comme s'il évaluait la facilité avec laquelle j'allais abandonner. Mais je n'allais pas abandonner. Il a fait un pas en avant et je me suis précipité sur lui. La lanterne éclaira son visage et j'y vis une expression de rage et de douleur. Nous nous sommes affrontés comme deux animaux. Il m'a frappé avec un pied de biche, mais j'ai esquivé. Je l'ai frappé avec un tuyau en métal et nous sommes tombés tous les deux par terre. Le combat était rude, chaotique. Il y avait un sentiment de désespoir dans ses coups, mais je ressentais la même chose. Je l'ai poignardé à nouveau, cette fois avec un couteau. Un cri, aigu et sauvage, a traversé la pièce. Il s'est précipité en arrière, m'a donné un coup de pied et s'est enfui de la maison, laissant des traces de pas sanglantes dans la neige. Je me suis assise par terre, respirant difficilement, en regardant la porte ouverte. Il s'était échappé, mais je savais que ce ne serait pas pour longtemps. Le matin a apporté de la clarté. J'ai rassemblé ce qui restait de ma nourriture, quelques vêtements de rechange, une lanterne, et j'ai commencé à suivre les traces qu'il avait laissées dans la neige. Je savais que je ne pouvais pas rester ici plus longtemps. Traverser la forêt était dangereux, mais y rester était encore pire. Les traces m'ont conduit à un petit camp de fortune au fin fond de la forêt. Il y avait quelques objets, un sac de couchage sale, de la nourriture et des outils de chasse. Mais l'homme lui-même n'était pas là. J'ai compris qu'il ne quitterait pas la région, que tôt ou tard, il reviendrait. Le seul moyen de survivre était de rejoindre les gens. À partir de là, j'ai entamé un long et dangereux voyage jusqu'à la base la plus proche, sachant que chaque pas pouvait être le dernier. Mais je n'avais plus peur. Toutes mes craintes ont disparu la nuit où j'ai regardé mon ennemi dans les yeux et où j'ai survécu. Lorsque je suis retourné à la base 3 jours plus tard, la première chose que j'ai ressentie n'a pas été un soulagement, mais un vide. J'avais survécu, mais j'avais aussi laissé quelque chose derrière moi dans cette forêt enneigée. Je sentais qu'une partie de moi resterait à jamais dans cette forêt, où l'obscurité et le silence peuvent briser même les plus forts. Je n'ai presque rien dit à mes collègues. Ils m'ont écouté décrire les dégâts subis par le matériel, la tempête et la perte du générateur. Mais j'ai gardé le silence sur la silhouette dans l'obscurité, la lutte, les empreintes sanglantes dans la neige. Qui m'aurait cru? Pour eux, cela n'aurait été qu'un autre cas effrayant de survie isolée. Mais pour moi, c'était quelque chose de plus. J'ai appris plus tard que de tels cas ne sont pas si rares en Alaska. Les gens perdus dans la nature perdent souvent la raison. Leur isolement les transforme en ombre d'eux-mêmes, en créatures qui ne pensent plus comme des humains. Peut-être que cet homme était l'un d'entre eux. Peut-être qu'il voulait simplement survivre, mais qu'il a perdu le contrôle. Ou peut-être avait-il toujours été comme ça, un prédateur qui avait trouvé l'endroit idéal pour chasser. Toutes ces pensées m'ont hanté pendant longtemps. J'ai quitté mon emploi de géologue et je suis retourné à Seattle où je n'ai plus jamais travaillé sur le terrain. Mais même dans cette ville animée, parmi les gens et les rues, je me réveille encore au milieu de la nuit, sentant l'odeur du gel et entendant quelqu'un marcher avec précaution sur la neige devant ma fenêtre. Parfois je pense à lui. Je me demande s'il est toujours dans ces bois ou s'il se cache ailleurs, dans un endroit désert. J'essaie de me convaincre que ce n'était qu'une question de hasard, mais chaque fois que je ferme les yeux, je revois son regard vide et je sens que cette nuit-là, la peur s'est transformée en quelque chose de bien plus grand. En un combat non seulement pour la vie, mais aussi pour les limites de l'humanité. Je sais maintenant que le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est un espace où se cachent toutes les peurs. Et si vous fixez ce vide trop longtemps, il commence à vous fixer à son tour. Chaque fois que j'entends parler d'expédition dans la nature, je pense à l'Alaska. Et je ne veux plus jamais y retourner. Si cette histoire vous a fait retenir votre souffle, alors vous devriez absolument regarder mes vidéos précédentes. Une histoire effrayante à propos d'un village et une aventure effrayante lors d'un camping dans les bois. Et n'oubliez pas que ce n'est que le début. Cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire qui vous fera regarder autour de vous, même dans votre propre chambre. La lumière du couloir restera certainement allumée.